Glenn Ford a été le visage doré d'Hollywood dans les années 1940 à 1960, avec plus d'une centaine de rôles répartis sur 5 décennies. Il a partagé l'écran avec Marlon Brando, Bette Davis et Rita Hayworth, et est devenu la première star du box-office en 1958. Mais si vous ne voyez que la gloire, vous ne verrez jamais vraiment l'homme qu'il était. Tout au long de sa vie, Glenn a aimé une femme jusqu'à son dernier souffle, mais ne l'a jamais épousée. Il a eu un fils, mais l'a laissé derrière lui pendant près d'un demi-siècle. Il s'est marié 4 fois, a eu des liaisons avec des centaines de stars. Mais à la fin, son fils a dû aller au tribunal pour empêcher une infirmière de placer un ordre de non-réanimation sur son lit d'hôpital. Il a réalisé des performances emblématiques dans Gilda, The Big Heat at Blackboard Jungle, mais il est mort tranquillement, seul, dans une chambre d'hôpital dont personne ne semblait se soucier. Glenn Ford n'était pas un mauvais homme, mais il n'était pas le genre d'homme que tout le monde voudrait avoir comme père, comme mari ou comme amant. Et c'est précisément cela, les contradictions internes, les erreurs irréversibles, qui ont fait de lui l'une des figures les plus tragiques et les plus complexes de l'histoire d'Hollywood. Une légende qui n'a jamais parlé jusqu'à ce que son fils écrive tout. Glenn Ford est né le 1er mai 1916 dans la ville de Portneuf, au Québec, Canada, avec un nom long et formel, Gwillem Samuel Newton Ford. Le sang qui coule dans ses veines est tout sauf ordinaire. Son père était un cousin du premier ministre du Canada, Sir John Macdonald, tandis que sa mère descendait de Martin Van Buren, le 8e président des États-Unis. Dès sa naissance, Glenn s'est trouvé entre 2 mondes, l'un ancré dans la tradition et le statut, l'autre poursuivant des rêves au-delà des frontières. En 1924, alors que Glenn n'avait que 8 ans, sa famille a quitté le Canada pour s'installer à Santa Monica, en Californie, une décision qui allait façonner le reste de sa vie. C'est là, sous le soleil doré de la côte Pacifique, que le jeune homme né au Canada a mis les pieds sur scène pour la première fois. Dans les pièces de théâtre du lycée de Santa Monica, Glenn a ressenti pour la première fois l'attraction magnétique de devenir quelqu'un d'autre, de vivre dans l'histoire d'une autre personne. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'il a aussi appris à cacher la sienne. Après avoir obtenu son diplôme en 1934, Glenn a rejoint de petites troupes de théâtre le long de la côte ouest. Il n'avait pas d'argent, mais il avait les mains d'un ouvrier. Lorsqu'il ne jouait pas, il travaillait comme électricien, ouvrier du bâtiment, apprenait la menuiserie et réparait la maison de sa famille. Son père, un chef d'entreprise ferroviaire sévère, insiste pour qu'il apprenne un métier au cas où Hollywood n'aurait pas besoin de lui, ce que personne n'avait prévu. C'est que Hollywood avait besoin de Glenn Ford, mais pas de l'homme lui-même, mais de l'image de l'homme idéal en qui le public voulait croire. En 1937, il auditionne pour la 20th Century Fox, mais est rejeté. 1 an plus tard, il échoue à nouveau, mais il n'a pas abandonné. C'est alors qu'arrive la Columbia Pictures, qui fait passer le nom de Glenn Ford d'une petite ville canadienne à un symbole sur le grand écran américain. En 1939, Glenn Ford signe officiellement un contrat à long terme avec Columbia Pictures, une décision à la fois audacieuse et calculée du directeur du studio, Harry Cohn, au lieu d'acheter des stars à d'autres studios, comme il l'avait fait auparavant. Cohn décida de cultiver la propre génération d'acteurs de Columbia. Glenn a été choisi, avec un autre nom, William Holden. Harry Cohn a déclaré sans ambages que l'un d'entre eux réussirait et que l'autre serait dévoré vivant. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que les deux deviennent des amis proches et accèdent ensemble à la célébrité. Glenn a obtenu son premier rôle principal dans le film Heaven with a Barbed Wire Fence, le paradis avec une clôture en fil de fer barbelé, mais ses débuts ont été difficiles. Le réalisateur Ricardo Cortez s'est ouvertement moqué de lui sur le plateau, le traitant de mauvais acteur et jurant de ne plus jamais travailler avec lui. Des années plus tard, Glenn l'a croisé dans un restaurant et a failli lui donner un coup de poing, la vieille rancune brûlant toujours. Mais Hollywood est un endroit où une percée peut tout changer. Pour Glenn Ford, ce moment est arrivé en 1946, lorsque lui et Rita Hayworth sont entrés dans la légende du cinéma avec le film Gilda. Rita était le sex symbole de son époque.
Glenn, avec son style discret et tranquille, était le contrepoids parfait. Bien que Rita ait été au centre de l'attention, la performance de Glenn a laissé une impression durable sur le public. À partir de ce film, les deux acteurs ont entamé une relation ambiguë, obsédante, qui s'est étendue sur 4 décennies. Après Gilda, la carrière de Glenn décolle. Il a joué dans une série de films classiques, The Big Heat, 1953, dans le rôle d'un détective de roman noir, rôle qui lui vaut une nomination aux Oscars. Blackboard Jungle, 1955, dans le rôle d'un enseignant dans une école chaotique, aux côtés de Sidney Poitier, pionnier du genre des drames éducatifs. Tea House of the August Moon, 1956, une comédie satirique avec Marlon Brando. 300 Dix to Yuma, 1957, et Cowboy, 1958, qui affirme son talent pour les westerns, grâce à des compétences réelles en matière d'équitation et de tir. En 1958, Glenn Ford devient la première star du box-office américain. Un honneur rare pour un acteur qui a évité la flamboyance, les grands scandales, et a toujours gardé une présence calme et discrète. Les années 1960 ont apporté un mélange de films en termes de qualité, mais Glenn a maintenu le cap avec des rôles dans Cimarron. 1960, The Courtship of Eddie's Father. 1963, The Rounders. 1965, At Heaven with a Gun. 1969, alors que les projecteurs du cinéma commençaient à s'éteindre, il est passé à la télévision, trouvant un succès continu avec des séries comme Cades County, The Family Holvac et Once an Eagle tout au long des années 1970. Son dernier grand succès cinématographique est devenu avec un caméo bref mais profondément émouvant. Jonathan Kent, le père adoptif de Superman dans Superman. Le film, 1978. Pas de répliques complexes, pas de grands gestes, juste un regard. Et d'une fois de plus, Glenn a touché le cœur du public, incarnant la stabilité, la grâce et la compassion tranquille. À la fin de sa vie, il a accepté quelques rôles mineurs, comme dans Le Jour de l'Assassin, en 1979. Mais tout le monde a compris que l'âge d'or de Glenn Ford était révolu et que devant lui s'étendaient les ombres des choses non rachetées, la femme qu'il aimait, le fils qu'il avait abandonné et le moi qu'il n'avait jamais complètement pardonné. Lorsque l'Amérique est entrée dans la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses stars ont choisi de servir leur pays en vendant des bons de guerre ou en se produisant pour les troupes. Glenn Ford a fait de même, jusqu'au jour où, sur le plateau de Destroyer, en 1943, il a soudain dit au réalisateur « Je ne peux pas continuer à jouer un simple soldat ». Et c'est ainsi qu'il s'est engagé comme volontaire dans la réserve du corps des Marines des États-Unis. Cette décision a choqué Hollywood. Harry Cohn, le patron de Columbia Pictures, est furieux. Il était en train de faire de Glenn la première star du studio. Mais Glenn a choisi de partir. Il voulait être un soldat, pas seulement faire semblant d'en être un à l'écran, mais la vie ne lui a pas offert un arc héroïque complet. Après avoir été affecté à la division des relations publiques du corps des Marines, Glenn a rapidement été confronté à de graves problèmes de santé. Les médecins ont découvert qu'il souffrait d'un ulcère duodénal, une affection qui lui a causé de graves douleurs et l'a contraint à rester à l'hôpital pendant 5 mois, ce qui l'a rendu inapte au déploiement. Pour quelqu'un qui souhaitait ardemment prouver sa véritable valeur, c'était une déception silencieuse dont il ne parlait jamais. Après avoir été réformé en 1944, il est retourné au cinéma. Mais même s'il n'a jamais combattu, Glenn Ford a toujours été fier d'avoir servi. Il a continué dans la réserve navale, atteignant finalement le grade de capitaine de corvette et s'est vu confier des responsabilités dans le domaine des médias militaires et de la diffusion culturelle. Près d'un demi-siècle plus tard, en 1992, Glenn s'est vu décerner la Légion d'honneur par le gouvernement français, leur plus haute distinction, pour avoir aidé des civils fuyant les nazis pendant la guerre. Pas avec une arme, mais par son image, son esprit et son engagement pour la justice à travers des films, des tournées de collecte de fonds et des actions humanitaires dans les années d'après-guerre. Il n'a peut-être pas tiré au combat, mais Glenn Ford a porté le code du soldat toute sa vie.
calme, responsable et parfois trop solitaire pour demander de l'aide. Mais si l'armée a reconnu en lui un militaire dévoué, dans sa vie privée, c'était un homme qui ne pouvait s'attacher à personne. Son rayonnement inspirait l'admiration, mais ce même rayonnement éloignait ses proches, ce qui a marqué le début d'une autre tragédie, silencieuse, durable et plus profonde que n'importe quel champ de bataille. L'amour, le mariage et un lien père-fils qui n'a jamais vraiment cicatrisé. En 1940, Glenn Ford joue pour la première fois aux côtés d'une jeune actrice captivante dans le film The Lady in Question. Elle s'appelle Rita Hayworth. À l'époque, ni l'un ni l'autre n'était encore célèbre. Tous deux commençaient à peine leur carrière, mais il y avait entre eux quelque chose qui allait au-delà de la performance. Une alchimie naturelle, une électricité cinématographique qui clignotait dans les regards et s'attardait en silence sur l'écran. 6 ans plus tard, lorsqu'ils se retrouvent dans Gilda, en 1946, ils ont tous deux mûri, en talent et en émotion. Gilda est devenue légendaire, et entre eux a commencé un amour sans nom. Glenn a dit d'un jour, « Je n'ai jamais vu Gilda comme un film. C'était un souvenir. » Et Rita, entourée de célébrités et de solitude, a trouvé en Glenn ce qui lui avait toujours manqué, une protection tranquille. Mais le temps s'est mis en travers de leur chemin. Lorsque Glenn était célibataire, Rita était mariée à Edward Judson. Lorsque Rita a divorcé, Glenn avait déjà épousé Eleanor Powell. Ensuite, elle s'est mariée avec Orson Welles et le prince Ali Khan. Ils étaient toujours en décalage, mais ils n'ont jamais cessé de se retrouver. Lorsque Rita vivait dans sa maison de Beverly Hills avec son mari de l'époque, le scénariste James Hill, elle a dit à Glenn que le terrain de Land Next Door venait d'être mis en vente. Glenn n'hésite pas. Il l'a acheté et a construit une nouvelle maison, à quelques pas du mur de l'arrière-cour de Rita. Un jour après l'emménagement de Glenn, Rita a demandé le divorce. Personne n'a rien dit, mais tout était compris. Glenn a installé un petit portail dans la clôture arrière, afin que Rita puisse passer à tout moment sans que la presse ne le sache. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble, se faisaient bronzer au bord de la piscine de Glenn et vivaient comme des amoureux anonymes au cœur d'Hollywood. En 1972, Rita a déclaré à la presse, en plaisantant, que Glenn était le meilleur voisin qu'une femme puisse souhaiter. Mais derrière ce sourire se cachait une vérité plus profonde. Ils étaient tout l'un pour l'autre, mais jamais vraiment l'un pour l'autre. Au cours des décennies suivantes, à travers d'innombrables autres liaisons, Glenn Ford n'a jamais oublié Rita. Il disait que tous les films dans lesquels elle apparaissait faisaient partie de ses préférés, et que je l'aimais profondément, pour toujours. En 1981, Rita commence à perdre la mémoire. Les médecins lui diagnostiquent un Alzheimer précoce, le symbole de la beauté hollywoodienne, de la vivacité, oublier peu à peu tout, y compris elle-même. Glenn ne s'est pas défilé. Il l'a soutenue discrètement et s'est occupé d'elle jusqu'à la fin de sa vie. Lorsque Rita est décédée en 1987 à l'âge de 68 ans, Glenn était l'un des porteurs, marchant lentement derrière le cercueil. Pas de discours, pas de larmes. Mais tout le monde savait qu'en lui, un océan silencieux se brisait. Personne n'a jamais su exactement ce qui s'était passé entre eux pendant ces 40 ans. Ils ne se sont jamais mariés, n'ont jamais vécu sous le même toit, mais n'ont jamais été vraiment séparés. Une partie d'elle vivra toujours en moi, a déclaré Glenn dans un documentaire sur la vie de Rita Hayworth. Pour le public, il s'agit peut-être de l'histoire d'amour la plus belle et la plus triste qu'Hollywood ait jamais cachée dans l'ombre. Si Rita Hayworth était la femme que Glenn Ford n'a jamais épousée, mais qu'il a aimée de tout son cœur, Eleanor Powell est la femme qu'il a épousée, mais qu'il n'a jamais vraiment aimée comme il se doit. En 1943, lors d'une soirée de collecte de fonds pour les œuvres de guerre, Glenn, alors militaire, a rencontré Eleanor, la reine des claquettes d'Hollywood. Une femme qui avait déjà surpassé ses covedettes dans les grandes comédies musicales de la MGM. Sa force, sa grâce et son cœur altruiste captivent Glenn. Moins d'1 an plus tard, ils se sont mariés. Il vit toujours chez sa mère et elle chez la sienne. Après le mariage, ils emménagent dans un manoir de 22 pièces à Beverly Hills, symbole de l'ascension de Glenn, issu de la classe ouvrière.
et lieu où Eleanor a mis fin à sa carrière artistique. À 33 ans, au sommet de sa gloire, elle abandonne la scène, le public et les applaudissements pour devenir l'épouse de Glenn Ford et la mère de leur unique enfant. Peter, né en 1945, mais pour Glenn, qui entre alors dans l'âge d'or de sa carrière, sa dévotion ne suffit pas à lui permettre de garder les pieds sur terre. Alors qu'Eleanor se consacre entièrement à leur famille, Glenn enchaîne les aventures extra-conjugales, qu'il s'agisse de partenaires de tournage ou d'amours éphémères. Personne ne connaît le nombre exact, mais selon Peter Ford, son père a enregistré plus de 140 conversations privées avec diverses starlets d'Hollywood, dont Judy Garland, Marilyn Monroe, Joan Crawford, Geraldine Brooks. Il n'y a pas eu de violentes bagarres, ni de rupture publique. Mais ce qui a le plus blessé Eleanor, c'est cette longue et inexplicable froideur. Dans cette grande maison de 3 étages, elle vivait dans des mondes silencieux et séparés. Eleanor vivait à l'étage. Glenn restait au rez-de-chaussée. Leur fils Peter vivait au milieu avec sa grand-mère Hannah, une famille de 3 personnes sous un même toit. Mais aucune ne touchait le monde de l'autre. Peter se souviendra plus tard, « Mon père ne m'a pas serré dans ses bras. Il n'a pas parlé à ma mère. Il apparaissait juste quand il le fallait, puis disparaissait. » Après 6 ans d'un mariage qui n'en était pas vraiment un, Eleanor a discrètement demandé le divorce en 1959, juste au moment où Peter fêtait ses 14 ans. Glenn a signé les papiers sans résistance. Eleanor importa son fils avec elle, mais jamais le cœur de l'homme pour lequel elle avait abandonné le monde. Pendant les 23 années qui ont suivi, Eleanor ne s'est jamais remariée et n'a jamais aimé quelqu'un d'autre. Elle se consacre discrètement à des œuvres caritatives, à l'éducation de son fils et à des activités religieuses, comme si le reste de sa vie était consacré à l'expiation d'un amour survenu au mauvais moment avec le mauvais homme. À sa mort, en 1982, des suites d'un cancer, ses cendres ont été déposées dans une simple urne en laiton au cimetière d'Hollywood Forever. Pas de cérémonie grandiose, pas de présence médiatique. Seul Peter était là, le garçon qu'elle appelait autrefois la seule raison de continuer. Glenn n'a pas assisté à l'enterrement. Peut-être était-il trop occupé? Ou peut-être ne savait-il pas comment faire face? Parmi les centaines de femmes qui ont traversé la vie de Glenn Ford, un seul enfant n'a porté son nom. Mais cet enfant, Peter Newton Ford, a grandi dans une maison où son père n'était de guère plus qu'une ombre. Après qu'Eleanor Powell eut demandé le divorce en 1959, elle obtint la garde de l'enfant. Glenn ne l'a pas contesté. Il n'a pas non plus gardé le contact. Pendant les années de formation de Peter, Glenn a été presque totalement absent. Pas de lettres, pas d'appels téléphoniques, pas de conseils lorsque son fils a affronté le monde pour la première fois. Peter a dit un jour qu'il était mon père biologiquement, mais qu'il n'était pas là. Mon père aimait les femmes, aimait son travail, aimait tout, sauf être père. Glenn envoyait un modeste chèque mensuel de pension alimentaire, juste assez pour éviter d'être qualifié d'irresponsable, mais jamais assez pour combler le vide d'une enfance vide. Alors qu'il jouait dans des films le rôle d'homme courageux et de père dévoué, Peter vivait avec sa mère et sa grand-mère dans une maison où le passé ne s'était jamais apaisé. L'amertume est d'autant plus grande que Glenn et Peter ont souvent travaillé ensemble, notamment sur la série télévisée Cades County dans les années 1970. Mais sur le plateau, ils étaient 2 collègues, plus distants que des étrangers. Pas d'accolades, pas de repas partagés après le tournage, pas de regard fier d'un père pour son fils. Et puis le temps a fait ce que personne ne pouvait arrêter. Glenn a vieilli. Après une série d'accidents vasculaires cérébraux, il a perdu la capacité de marcher. Sa mémoire a commencé à flancher. Il a besoin d'un fauteuil roulant et devient complètement dépendant des autres. C'est au cours de cette période qu'il a rappelé Peter, non pas en tant que fils, mais simplement comme quelqu'un dont il avait besoin de l'aide. Mais maintenant, sous un même toit, il n'y avait plus d'étages séparés, juste un père brisé et un fils qui essayait de donner un sens à sa vie, entouré du bruit des machines médicales et des fragments d'une mémoire qui s'effaçait. Peter a commencé à demander. Glenn a commencé à raconter. Des histoires que personne n'avait entendues. Des affaires longtemps cachées. Des peurs jamais avouées. Une vie vécue pleinement.
mais jamais vécu sincèrement avec la seule personne qui l'appelait papa. Lors d'une interview ultérieure, Peter a déclaré « Pour la première fois, mon père m'a regardé longuement, puis m'a dit « Tu te souviens quand tu étais petit? » Et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'il essayait d'arranger les choses. Tardivement, mais sincèrement. Après la mort de Glenn, Peter a publié les mémoires Glenn Ford, A Life, 2011. Non pas pour condamner, non pas pour se venger, mais pour raconter l'histoire que son père avait choisi de garder cachée toute sa vie. Un homme autrefois admiré par le monde entier, autrefois aimé par les plus belles femmes, Mice Key, à la fin, n'a pu que demander au fils qu'il avait abandonné d'écrire pour lui 2 mots qu'il n'avait jamais pu prononcer lui-même. Compris. Au sommet de sa gloire, Glenn Ford était un homme profondément respecté par Hollywood. Mais à la fin de sa vie, il n'était plus le Glenn Ford que le public avait connu. Plus de regard fixe, plus de posture droite, plus de mémoire vive, plus de sourire chaleureux et bien ancré. Après avoir atteint l'âge de 70 ans, Glenn a commencé à souffrir d'une série d'attaques cérébrales, toutes plus graves les unes que les autres. Son système nerveux se détériore, sa mémoire se brouille et son corps ne lui obéit plus. Autrefois un homme qui arpentait les plateaux de tournage avec assurance, il se déplaçait désormais en fauteuil roulant, totalement dépendant des autres. Pendant cette période, Glenn ne vit pas avec son fils, mais avec Pauline Kernan, une infirmière privée beaucoup plus jeune, engagée pour s'occuper de lui à plein temps. Mais les choses sont vite devenues suspectes. Selon Peter Ford, son père faisait entièrement confiance à Pauline. Glenn avait mis à jour son testament, lui laissant la majorité de ses biens, excluant presque tous les membres de la famille. Le point de rupture est survenu lorsque Peter a découvert que Pauline avait placé un ordre de non-réanimation à l'extérieur de la chambre d'hôpital de Glenn, malgré le fait que Glenn était encore lucide, communicatif et qu'il souhaitait clairement vivre. Peter a dû aller au tribunal, non pas pour se battre pour de l'argent, mais pour défendre le droit de son père à rester en vie. Après l'audience, l'ordre de non-réanimation a été révoqué. Les conditions de soins ont été révisées, et Pauline n'est plus la mandataire médicale de Glenn. Il ne s'agissait pas seulement d'une bataille juridique, mais de la confrontation finale entre un fils et l'ombre menaçante d'un père qui avait été émotionnellement distant toute sa vie. Après cette épreuve, Glenn a personnellement demandé à Peter et à sa famille d'emménager avec lui. À ce moment-là, il n'était plus une légende de l'écran, plus un amant charmant, plus un père négligent. Il n'était plus qu'un vieil homme, frail, diminué, s'accrochant au peu qu'il restait de l'unique étreinte qui s'était finalement ouverte à lui. Glenn vécut encore quelques années dans le calme. Il a arrêté de jouer, de donner des interviews, d'écrire. Dans la maison de Beverly Hills, autrefois sanctuaire de l'amour avec Rita, autrefois écho des rires d'enfants de Peter, il n'y avait plus que le bruit des roues sur le carrelage, le doux ronronnement d'un appareil respiratoire et des soupirs s'évanouissant comme la brume à la fin d'une journée. À Sayshurst, le 30 août 2006, Glenn Ford s'est éteint en silence. Il n'y a pas eu d'obsèques grandioses, ni d'adieu fracassant de la part d'Hollywood. Mais à sa demande personnelle, les cendres de son chien bien-aimé, Bismarck, le fidèle compagnon à 4 pattes qui avait toujours dormi à son chevet, ont été enterrés avec lui au cimetière de Woodland, à Santa Monica. Une fin paisible, mais pas joyeuse, car pour le public, il restera toujours un symbole. Mais pour lui-même, sa vie entière n'a peut-être été qu'un long voyage à la recherche d'une seule chose. Le pardon, de la part des femmes qu'il a aimées, du fils qu'il a laissé derrière lui, et de l'homme avec lequel il n'a jamais fait la paix. Glenn Ford n'a jamais été une grande star. Il ne faisait pas de grands gestes, n'agitait pas les bras à l'écran et ne jouait pas le jeu de la publicité dans la vie réelle. Et c'est précisément pour cette raison que Glenn est devenu le type d'acteur auquel toute une génération de spectateurs américains a fait confiance, avec lequel ils ont sympathisé et qu'ils ont considéré comme un reflet d'eux-mêmes. Il a joué le professeur dans Blackboard Jungle, le flic dans The Big Heat, le fermier de l'Ouest dans Cowboy, le père dans Superman. Dans chaque rôle, il n'a pas écrasé le public. Il les a fait se sentir proches, en sécurité, et a eu le cœur brisé lorsqu'il a échoué.
Les critiques ont dit de Glenn Ford qu'il était un homme ordinaire dans des circonstances extraordinaires. Il n'était pas Clark Gable, ni Marlon Brando ou James Dean, mais c'était Glenn Ford, le partenaire de scène avec lequel tout le monde voulait travailler, le genre d'homme que tous les spectateurs croyaient réel. Au cours d'une carrière de plus de 50 ans, Glenn Ford a joué dans plus de 100 films, dans presque tous les genres. Film noir, Gilda, The Big Heat, Dream Social, Blackboard Jungle, The Doctor and the Girl, Westerns, 300 Dix to Yuma, The Fastest Gun Alive, Jubal, Comedies, The Tea House of the August Moon, The Courtship of Eddie's Father, et même film de super-héros, Superman, The Movie, 1978 et 1958. Il est la première star du box-office américain, un titre que peu d'acteurs conservent pendant plus d'1 an. Il l'a gardé pendant 4 ans. Mais la mère vérité est que peu de gens se souviennent de Glenn Ford aujourd'hui. Il n'y a pas d'hommage grandiose sur Hollywood Boulevard. Pas de mémorial grandiose après sa mort. Pas de campagne de relance pour ses films classiques comme celle consacrée à Humphrey Bogart ou John Wayne. Lors d'une interview, Peter Ford a déclaré « Mon père était incroyablement célèbre jusqu'à sa mort et, quelques mois plus tard, son nom s'est effacé des conversations hollywoodiennes. » C'est peut-être parce que Glenn n'a jamais cherché la controverse. Pas de scandale, pas de débordement public, pas de fin tragique comme tant d'autres icônes. Glenn Ford a quitté ce monde de la même manière qu'il y a vécu, tranquillement, résolument, sans demander qu'on se souvienne de lui. Et c'est justement cette qualité qui le rend digne d'être rappelé. Parce que son héritage ne réside pas dans des statues ou des cérémonies. Il vit dans chaque scène où il n'a pas agi, mais simplement d'exister. Un regard qui s'attarde. Une réplique retenue. Un homme qui n'a jamais été parfait, mais qui était douloureusement, obsédant et réel. Glenn Ford n'a jamais cherché à devenir une légende. Il ne s'est pas battu pour qu'on se souvienne de lui, n'est pas monté sur scène pour éblouir et n'a jamais utilisé sa douleur pour manipuler l'attention du public. Et pourtant, c'est précisément pour cela qu'il est devenu l'un des artistes les plus difficiles à oublier, une fois que l'on s'assoit tranquillement et que l'on regarde derrière le rideau. Sa vie a été une suite de contradictions. Entre amour et distance, entre l'ombre et la lumière, entre l'homme admiré par le public et l'homme que sa famille n'a jamais compris. Il a aimé une femme pendant 40 ans, mais n'a jamais pu l'épouser. Il a abandonné son unique enfant pour revenir implorer son pardon alors que le temps était presque écoulé. Il a atteint le sommet de la gloire, puis s'est éteint dans l'obscurité sans faire de bruit. Hollywood a peut-être oublié son nom. Les films qui l'ont rendu célèbre sont peut-être aujourd'hui remisés. Mais si vous avez déjà regardé Gilda, si vous avez été ému par son regard dans Les Grandes Chaleurs, si vous avez senti sa présence dans Blackboard Jungle, si vous vous êtes senti rassuré en le voyant dans le rôle du père de Superman, alors vous avez déjà touché une partie de l'héritage de Glenn Ford. Un héritage qui n'est pas fait de titres, ni de médailles, mais de la simple connaissance qu'un homme comme lui a un jour existé. Calme, résistant et plein de cicatrices invisibles. Si vous pensez que les légendes comme Glenn Ford, celles qui sont restées fidèles à elles-mêmes jusqu'à la fin, méritent qu'on se souvienne d'elles, qu'on les comprenne et qu'on les honore. Alors partagez cette histoire. Avez-vous déjà vu un film de Glenn Ford? Que vous rappelez-vous de lui? Laissez-nous un commentaire pour que son nom ne disparaisse pas dans le silence. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inédites et inoubliables sur les légendes que vous aimez.